parce que je pense que beaucoup d'entre nous avons des modèles féminins, des femmes que l'on regarde, que l'on admire et tout. Donc, je pense que c'est très important le mentorat. Avoir la chance de trouver quelqu'un, quand on est une femme, une autre femme, ou des modèles qui vous encouragent à aller de l'avant, je pense que c'est essentiel. À compétences égales, parfois on a tendance à favoriser les hommes. Du côté salarial, les hommes sont toujours mieux payés que les femmes. Donc il y a encore beaucoup comme ça et c'est propre à notre culture et tout. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des changements qui s'opèrent dans la société. La société De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique. Nous sommes très honorés d'être en présence de Espérance Pandey-Bilonda, qui est cadre d'entreprise. Parler de la détermination de la femme, parler de sa vision, c'est ce que nous allons faire en connexion entre l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique et Kinshasa en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre participante depuis Kinshasa, Espérance Pandey-Bilonda. Espérance, nous vous saluons. Bonjour, c'est Floriane, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel et comment vous avez navigué à travers les différents domaines dans lesquels vous avez travaillé, diplomatie, industrie minière et entreprise privée? Merci beaucoup, Symphorien. Bonjour à tous les téléspectateurs, partout où vous nous suivez. Donc voilà, moi, j'ai commencé ma carrière comme journaliste. Lorsque j'étais étudiante, j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans un journal de la place et j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je voulais être journaliste. C'est comme ça que pendant que j'étais encore étudiante, j'ai travaillé pour la radio Top Congo FM comme journaliste reporter. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et c'était très intéressant parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup être sur le terrain, aller de gauche à droite. Et j'ai aussi eu la chance de participer à la première campagne électorale en 2006 en tant que journaliste. C'était vraiment une expérience très enrichissante. Je garde vraiment de bons souvenirs de cette époque. Et je peux dire que c'était vraiment une passion pour moi. Mais ensuite, je voulais faire autre chose. Une fois que j'avais terminé mes études, j'avais envie de faire autre chose. Une opportunité s'est présentée et je me suis retrouvée à l'ambassade du Canada à Kinshasa. Et là, j'ai travaillé là pendant quelques années. C'était différent. Évidemment, beaucoup de gens me posent toujours cette question, comment on passe de journaliste à travailler pour une entreprise? Comme mon domaine d'études, c'était la communication, je restais dans cette sphère, mais je passais de travailler pour les spectateurs, les personnes qui écoutaient, les auditeurs de la radio, à travailler pour une seule personne ou pour une seule entité. Et ça, pendant toutes ces années, c'était très intéressant. Et ensuite, j'ai eu envie de faire autre chose, d'évoluer dans ma carrière. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans une entreprise minière pendant quelques années. Là encore, changement total, et je peux vous dire que c'était un changement à 360 degrés. C'est passer de la diplomatie à l'industrie minière qui a ses propres codes, passer du public au privé, c'est tout autre chose aussi.
Donc, ça aussi, c'était, je pense, un moment très intense dans ma carrière professionnelle. Et maintenant, je continue toujours dans le privé, mais pour une toute autre industrie. Voilà en quelques mots si je peux expliquer mon parcours. Et en tant que femme, comment vous arrivez à vous fixer ces objectifs-là? Je pense que tout part de sa propre ambition, de comment est-ce que l'on se voit dans le futur, le rôle que l'on veut jouer. Et avec ça, ça nous permet de faire des choix, saisir aussi les opportunités. Par exemple, la transition entre l'ambassade du Canada et le secteur minier. J'aurais pu rester dans mon confort parce que j'étais habituée à ça, mais j'ai choisi de sortir de ma zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau. Ça part surtout de la vision que l'on a de soi-même, de ce qu'on pense qu'on peut apporter à la société et tout. Quelles ont été vos principales motivations pour choisir ces domaines et comment avez-vous construit votre ambition professionnelle en tant que femme? Vous savez, tout part de la famille, je peux dire. Je suis aînée et juste après moi, il y a deux garçons, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutenaient, des parents qui, dès le jeune âge, m'ont inculqué ce sens-là de l'indépendance déjà en tant que femme. Vous voyez, c'est bien, tu es une jeune fille, bah, il faut être en mesure de faire quelque chose de ta vie en dehors du mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important et ça commence déjà au sein de la famille. Après, maintenant, ce sont ses propres intérêts, comment on nourrit tout ça pour arriver à là où on veut aller. Je ne dirais pas que maintenant j'ai atteint tous mes objectifs, mais je pense qu'au fur et à mesure, on s'adapte, on s'ajuste. Le passage de journaliste à ambassade du Canada, c'est qu'à un moment donné, ce que je faisais ne me convenait plus totalement. J'avais envie de faire autre chose. Je pense que c'est ça qui est important. Et cette envie de faire autre chose, on l'a quand on regarde autour de soi, quand on a des modèles, quand on voit par exemple telle femme à tel endroit, on l'admire, on dit ok, je veux aller là. Les études aident, se cultiver, se former, tout ça, ce sont des choses qui nourrissent sa propre ambition. Quels sont selon vous les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles poursuivent des carrières dans des secteurs traditionnellement masculins comme la diplomatie et l'industrie minière, par exemple? Je peux vous dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et le secteur minier est encore très fermé. Les statistiques parlent de moins de 10% de femmes. C'est encore très, très fermé, très réservé aux hommes. Donc, évidemment, vous faites face, on va dire, à des préjugés, vous faites face à de formes de limitation, on va dire, structurelles, je vais appeler ça comme ça, dû à votre condition de femme. Je donne un exemple, par exemple, la plupart des sociétés minières, parce que la société pour laquelle je travaillais avait ses opérations au Lualaba, ben, les mines se trouvent là-bas au Lualaba. Donc, vous devez vous déplacer régulièrement ou vous devez vivre dans un camp. Et ce n'est pas facile de travailler et de penser aussi à construire une famille quand on est une jeune fille. Et c'est ce genre de situation qui limite les femmes. Je me rappelle avoir croisé un jour une jeune stagiaire dans un domaine très compliqué, l'environnement. Et on s'est vu et je lui ai dit, j'espère que la prochaine fois que je reviendrai, je te trouverai. Elle me dit, ne vous en faites pas, je serai là. Je dis, mais comment après tu te vois fonder une famille et tout le reste? Il me dit, j'ai la chance d'avoir mon fiancé qui est du même domaine, donc on se comprend. Mais toutes les femmes n'ont pas cette chance-là.
Et ça, malheureusement, c'est le genre, ce sont des pesanteurs, pardon. Et puis, il y a aussi, je pense, nous-mêmes, parfois les femmes, on a tendance à se limiter, à ne pas vouloir prendre des risques. C'est pour cela, par exemple, je trouve que la tranche d'âge entre 25, quand on termine l'université, et on va dire 40, 45 ans ou 35 ans, un peu moins, c'est l'âge critique où la plupart des femmes décrochent. Décrochent, pourquoi? Parce qu'elles décident de se marier, de fonder une famille, et tous ces changements-là dans leur vie ne leur permettent pas d'avancer, malheureusement. Donc, il y a encore des choses comme ça qui freinent l'évolution des femmes dans des secteurs difficiles dominés par les hommes. Comment avez-vous surmonté ces défis tout au long de votre carrière? Ce que je peux dire, je pense, la première chose, c'est être compétente, s'assurer d'avoir les compétences. Je pense que ça, c'est la base, travailler dur. Malheureusement, les femmes sont obligées de travailler 2 fois plus parce qu'elles doivent faire leurs preuves. On a tous entendu parler de ces personnes qui critiquent ceux qui décident, par exemple, d'engager des femmes en disant elles vont toutes se retrouver enceintes et tout. Donc, je pense que la première chose, c'est ça, c'est le travail. C'est avoir toutes les compétences nécessaires pour faire le travail. Ensuite, sa propre détermination. Quand on est face à des difficultés et tout, on peut décider d'abandonner. Je donne toujours un exemple. Quand j'ai commencé ma carrière et tout, j'étudiais et je travaillais en même temps. Donc, j'étudiais le matin et j'allais au travail le soir. Je peux vous assurer que plus d'une fois, j'ai dormi dans le taxi parce que j'étais fatiguée. Donc, une fois que tu termines les cours à 17h, tu montes vers Pigeon là-bas et puis tu travailles jusqu'à 22h, 23h. Et plus d'une fois, mon père m'a juste dit, pourquoi tu n'arrêterais pas tout simplement de travailler? Mais j'étais tellement déterminée, j'aimais tellement ce que je faisais, que je lui ai dit non, que je voulais continuer. Donc, je pense que la détermination compte aussi. Et puis, la formation. Il faut se former, il faut se mettre à niveau. Il ne faut pas rester à la traîne. Il faut à chaque fois se remettre à jour et continuer justement d'être compétente. Et c'est comme ça qu'on se rend indispensable, à mon avis, et on surmonte ce genre de difficultés. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Espérance Pandi Bilonda, cadre d'entreprise. Nous sommes en train de partager sa vision dans son parcours professionnel. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dallas aux États-Unis d'Amérique et Kinshasa en République démocratique du Congo, où nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Espérance Pandi Bilonda, cadre d'entreprise. Quels sont les conseils donneriez-vous
aux jeunes femmes qui aspirent à des carrières similaires dans des domaines souvent dominés par les hommes? Oh, elles doivent s'armer de beaucoup de courage. Euh, je pense que le plus important, c'est d'abord, évidemment, d'aimer ce que l'on fait, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, se former, mais aussi de trouver un mentor ou une personne qui vous aide à évoluer dans votre carrière. C'est des petites choses, hein. C'est une fois que tu es engagé, par exemple, l'un de tes collègues ou une de tes collègues qui à côté t'aide un peu à surmonter toutes ces difficultés. Mais je pense que sa propre détermination reste la seule chose qui garantit que l'on puisse, quelles que soient les difficultés, continuer et s'affirmer dans son travail. En tant que femme, quelles sont les compétences et les qualités que vous estimez essentielles pour réussir dans des environnements professionnels exigeants comme ceux que vous avez connus? Je pense qu'aujourd'hui, je pense que l'intelligence émotionnelle est la base. C'est vraiment la base parce que il faut être en mesure de naviguer et être en mesure de se surpasser parfois quand on est en face de certains collègues disons, qui ne sont pas très coopératifs. J'en parle pourquoi? Parce que quand on est une femme face à des hommes, on a tendance à dire que les femmes sont très, très émotives et tout. Euh, et on vous attend là, justement. On fait tout pour vous pousser à bout, pour exploser et tout. Et c'est là où l'intelligence émotionnelle intervient. C'est ça qui fait la différence. Il y a aussi, je pense, la résilience. Quel que soit ce qui vous arrive, ce à quoi vous faites face, vous tenez debout et vous continuez. Je pense que pour moi, c'est les deux compétences, je pense, essentielles, quel que soit le secteur, mais en particulier quand on est une femme et quand on est dans des secteurs très, très difficiles où il y a, on va dire, très masculin. Comment gérez-vous l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle, notamment les défis liés à la conciliation travail-famille? Ça, c'est essentiel. Comme je le disais tout à l'heure, il est très, très important d'avoir une base familiale qui vous soutient. Mettre en place un système qui vous permet d'être à la fois à l'aise au travail. Lorsque vous travaillez, vous ne pensez pas à ce qui se passe à la maison. Et par exemple, lorsque vous devez voyager, être certaine que tout se passera bien derrière vous, que le personnel et tout, que la maison continue de fonctionner comme il devrait. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe pour les femmes quand elles sont au travail? Elles se culpabilisent, par exemple, de ne pas être à la maison ou avec les enfants, de ne pas être en mesure d'aller chercher l'enfant à l'école, ainsi de suite. Et quand elles sont à la maison, elles culpabilisent aussi parce qu'il y a du travail, elles sont en retard pour l'une ou l'autre chose et tout. Donc, il y a à chaque fois ce tiraillement, je pense, qui n'est pas, qui est difficile à vivre. Donc, à un moment donné, il faudrait faire la paix avec les deux composantes, la famille et le travail. Se dire que vous devez faire de votre mieux pour faire tout ce qu'il faut, ce qu'il y a à faire au travail et vous assurer aussi que la maison fonctionne convenablement. L'employeur aussi doit mettre en place ou en œuvre,
on va dire, des politiques qui favorisent aussi, et c'est ça l'équité, permettre par exemple à la mère célibataire de pouvoir travailler tranquillement, être en mesure d'avoir une flexibilité, par exemple, dans les horaires pour aller chercher son enfant à l'école. Donc, je pense que de chaque côté, que ce soit au niveau de l'employé elle-même, s'assurer d'avoir un système en place qui lui permette de travailler, de continuer de gérer sa maison. Mais l'employeur aussi, je pense qu'il y a des politiques nécessaires pour favoriser l'inclusion de tout le monde. Pouvez-vous partager une expérience spécifique où vous avez dû faire face à des préjugés ou des discriminations liées à votre genre dans votre carrière? Par exemple, quand on est une femme et qu'on est journaliste, vous savez, c'est un secret pour personne, les femmes journalistes n'ont pas toujours bonne réputation. Ça, alors que, bon, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie. Après, comme je disais, on travaille dans un milieu, par exemple dans le secteur minier, où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, du coup, vous êtes dans une salle et vous avez votre petite voix et vous devez vous imposer, vous faire entendre. C'est toutes des petites choses comme ça. C'est le vécu quotidien. Donc, il me sera difficile de vous donner un exemple spécifique, mais c'est vraiment tous les jours que vous faites face à ça. Les femmes ont des besoins spécifiques et tout. Vous retrouvez sur site et tout. On ne prend pas toujours en compte ce genre de choses. Donc, il y en a partout et tout le temps. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Espérance Pandi Bilonda, cadre d'entreprise avec elle nous sommes en train de partager le vécu de la femme selon son expérience dans l'évolution de sa carrière. Nous sommes en connexion entre Dallas, les États-Unis d'Amérique, et Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Espérance Pandi Bilonda, qui est cadre d'entreprise. Comment pensez-vous que les entreprises et les organisations peuvent mieux soutenir et encourager les femmes à atteindre des postes de leadership dans des secteurs tels que la diplomatie et l'industrie? Je pense que ce qui est important, c'est que les entreprises mettent en place des politiques qui favorisent l'émergence des femmes et ça inclut aussi de la formation. Je pense qu'il est possible, et on voit ça très souvent, cette jeune fille qui arrive par exemple comme stagiaire et qui montre qui est motivé, qui est engagé, mais à qui il manque des compétences. Je pense que la plupart d'entreprises aujourd'hui essaient de mettre en place vraiment un cadre qui permet aux jeunes femmes d'évoluer. C'est devenu, on va dire, presque un must dans toutes les entreprises. Mais évidemment, ça doit être aussi accompagné et soutenu par l'État. Parce que la seule façon, on va dire,
d'obliger aussi ces entreprises à mettre en place ces politiques, c'est à travers l'État. Donc, je pense que la responsabilité n'appartient pas uniquement aux entreprises, mais l'État a aussi son rôle à jouer, je pense, dans cette promotion des femmes. Heureusement pour nous au Congo, on voit qu'il y a des efforts. Je pense que le fait d'avoir supprimé, par exemple, l'autorisation maritale pour les femmes qui devaient travailler, ça a été une révolution, je pense, pour les femmes. On a la loi sur la parité qui peine à être mise en application et tout, mais je pense que les efforts on peut voir les efforts. Cette année, par exemple, avec les élections, on a vu que le nombre de députés femmes a quand même augmenté. On espère aussi voir un peu plus dans le gouvernement. Donc, il y a des efforts et ça va, que ce soit au niveau des entreprises, mais l'État doit accompagner ces changements-là. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles structurels ou culturels qui entravent la progression des femmes dans le monde professionnel? Oh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Malheureusement, on est encore, on peut voir encore dans les familles où très subtilement, je sais pas contre le mariage, mais où l'éducation de la fille est essentiellement basée sur le mariage. On le voit dans les entreprises. À compétences égales, parfois on a tendance à favoriser les hommes. Du côté salarial, les hommes sont toujours mieux payés que les femmes. Donc il y a encore beaucoup comme ça et c'est propre à notre culture et tout. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des changements qui s'opèrent dans la société. La société congolaise est en train de se transformer, de changer. Peut-être pas aussi vite que certaines sociétés ou les sociétés occidentales, mais on peut voir les changements. Il y a encore beaucoup à faire, particulièrement dans la cellule familiale et tout. Comme je le disais, je pense que la première... les premiers supporters, les premières personnes qui doivent encourager les femmes justement à avoir cette vision ou à nourrir leur ambition, ça reste la famille. Ça reste la famille. Après, quand elles deviennent adultes et tout, c'est le choix du conjoint. Il y a beaucoup comme ça d'étapes dans la vie d'une femme qui sont critiques, qui déterminent si oui ou non elle va continuer à progresser dans sa carrière. Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Comment pourrions-nous créer un environnement plus inclusif et équitable pour les femmes dans le milieu professionnel? Comme je disais, c'est vraiment de mettre en place des politiques qui favorisent ça, la flexibilité des horaires, l'accès aux formations. Je pense que ça, c'est indispensable. Une femme qui est formée, c'est une femme qui peut se défendre, qu'elle a les compétences pour se défendre. Parce que c'est vrai, on parle de quotas et tout, mais je reste convaincue que le plus important, c'est qu'il il ne faut pas seulement se limiter aux quotas. Ça doit être des quotas de qualité. Et dans les discussions, on entend souvent ça. Et je me réfère à la sphère politique, par exemple, on vous dit, OK, on veut bien avoir des femmes sur les listes électorales, mais il n'y en a pas beaucoup. On veut bien avoir des femmes dans le gouvernement ou dans les entreprises publiques, mais il y a un problème de compétences. Et en même temps aussi, je pense que les femmes compétentes, il y en a. Il y en a, mais elles ne prennent peut-être pas de risques. Et ça, j'entends souvent ça aussi. Le problème des femmes, c'est qu'elles ne veulent pas prendre des risques. Et c'est normal, elles sont peut-être un peu plus conservatrices et tout. On pense à la famille et tout, mais les femmes congolaises doivent maintenant apprendre à prendre des risques. Prendre des risques pour justement favoriser l'émergence d'un leadership féminin de qualité. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important.
Ce n'est pas le nombre de femmes qui compte. Évidemment, si on en arrive à une parité 50-50, ce serait l'idéal. Mais le peu que l'on a, le peu de femmes qui se retrouvent dans des positions de leadership, ça doit être des femmes de qualité. Quel rôle jouent les réseaux professionnels et les mentorats dans le développement de la carrière des femmes? Oh, énormément, énormément. On dit toujours que les femmes se combattent entre elles et je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que beaucoup d'entre nous avons des modèles féminins, des femmes que l'on regarde, que l'on admire et tout. Donc, je pense que c'est très important le mentorat, avoir la chance de trouver quelqu'un, quand on est une femme, une autre femme, ou des modèles qui vous encouragent à aller de l'avant. Je pense que c'est essentiel. Le réseau, que ce soit qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, le réseau, c'est la base. Aujourd'hui, les professions, les secteurs évoluent en réseau. Il faut nourrir son réseau, il faut créer son propre réseau et c'est ça qui détermine un peu aussi ta trajectoire. Il faut trouver des personnes qui parlent de vous dans une pièce lorsque vous n'êtes pas là. Et ça, c'est en faisant du réseautage, c'est en faisant un travail de qualité. Et oui, le réseau et le mentorat, je pense que c'est critique quand on veut évoluer dans sa carrière. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Espérance Pandi-Bilonda, cadre d'entreprise. Nous échangeons sur la perspective professionnelle de la femme dans le développement de sa carrière et elle partage son expérience. C'est réellement un immense honneur de recevoir depuis Kinshasa Espérance Pandi-Bilonda, cadre d'entreprise. Comment les femmes peuvent-elles se positionner et se faire entendre dans des environnements professionnels souvent dominés par les hommes? Je pense qu'en étant solidaire. En étant solidaire parce que je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'avais participé à un workshop avec des collègues qui travaillaient sur le terrain. C'était assez intéressant de se rendre compte que nous qui étions ici, entre guillemets, dans la capitale, en ville, et celles qui travaillaient sur le terrain, on avait les mêmes problèmes. On faisait face aux mêmes défis en tant que femmes et tout. Donc, je pense que la solidarité, c'est essentiel. Ça permet, de là où on se trouve, de penser aux autres. Et quand on est dans une position où on peut prendre les décisions, prendre les décisions qui améliorent les conditions de travail des autres collègues et tout. Pour celles qui montent, par exemple, ne pas oublier que plus bas, c'est difficile. Celles qui sont au-dessus, donner les outils nécessaires à celles qui sont plus bas pour monter aussi. La solidarité entre femmes, je pense que c'est critique.
pour favoriser l'émergence de ce leadership féminin. Quelles initiatives ou politiques pourraient être mises en place pour promouvoir l'égalité de sexe et l'autonomisation des femmes dans le monde du travail? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que si on devrait se mettre à les citer, on passerait toute la journée. Et ça varie d'un secteur à un autre. Je peux donner un exemple, par exemple, dans le secteur minier. Qu'est-ce que l'État peut faire pour favoriser, pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les sciences, par exemple? Ça, c'est une chose. On a aboli l'autorisation maritale, j'en parlais tout à l'heure, c'est extraordinaire, c'est une révolution. Il y en a beaucoup et ça varie d'un secteur à l'autre. Les conditions de travail, le harcèlement, par exemple, c'est un problème et tout l'accès aux formations. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je préfère voir le verre à moitié plein. Je me dis que des efforts sont en cours. Nos aînés ont travaillé pour que les choses changent. À notre tour de faire en sorte pour que les choses changent pour les autres qui viennent après nous et ça va aller comme ça. Nous allons un peu parler des situations sensibles qui touchent la femme dans le monde du travail. Qu'est-ce que vous pensez lorsque une femme est obligée de proposer l'autre aspect de sa personne que de parler compétences pour obtenir un poste? Qu'est-ce que l'on doit faire? La personne doit dénoncer ou carrément céder? Non, absolument, il faut dénoncer. Il n'y a pas une autre chose à faire. C'est dommage qu'il y ait encore des sœurs qui sont obligées ou qui font face à du harcèlement sur le lieu du travail et tout. C'est des situations complexes, des situations tristes, malheureusement. Mais c'est là où les politiques d'entreprise interviennent. Il faut que l'entreprise pour laquelle vous travaillez mette en place des politiques qui permettent, on va dire, encouragent la dénonciation et la prise d'action pour protéger les femmes. Il faut que ces femmes qui sont victimes de harcèlement et tout soient en mesure de se tourner vers l'État congolais pour obtenir justice, pour obtenir réparation. Mais aussi, je pense, aussi à notre niveau, et c'est là que je parle des compétences. Quand on sait faire son travail, ça permet aussi on va dire, de minimiser ce genre de situation, même si je pense que quand on est en face d'un prédateur, ce n'est pas toujours, c'est pas ça qui va l'arrêter. Donc, il y a beaucoup à faire encore de ce côté-là, et c'est vraiment dommage. On entend des histoires qui font pleurer, qui font mal au cœur. Une femme ne devrait pas être amenée à choisir entre son travail ou, on va dire, se déshumaniser. C'est vraiment encore des situations très, très, très difficiles et il y a encore beaucoup à faire. Les entreprises restent très muettes ou hypocrites face à ces genres de situations. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Et absolument, je suis catégorique de ce côté-là, on ne cède pas. Et pour certaines femmes qui pensent que le fait d'être femme les ouvrirait des postes de carrière, de promotion, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne suffit pas, évidemment. On sait tous ça, c'est très clair. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas toujours pour les quotas. Ça veut dire qu'il faut juste remplir une case. Et ça veut dire que de l'autre côté, les femmes ne font pas l'effort d'avoir les compétences nécessaires pour mériter ces postes-là.
Donc, non, ça ne suffit pas d'être femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines organisations, il y a une discrimination positive, mais il faut d'abord être compétente. Il faut d'abord avoir l'expertise qu'il faut. Et ça, c'est une façon de se garantir, que vous allez poursuivre votre carrière sur le long terme, que vous allez être respecté. Parce que si vous basez votre carrière uniquement sur les critères de beauté ou autres, on ne va pas bien loin avec ça. Nous recevons pour vous dans ce programme depuis les États-Unis d'Amérique Espérance Pandibillonda, qui est cadre d'entreprise. C'est déjà la fin de ce programme. Nous prenons la dernière ligne droite avec Espérance Pandibillonda depuis Kinshasa, cadre d'entreprise. Quelle est votre opinion sur l'impact des conflits armés sur la femme, en particulier dans les zones comme l'Est de la RDC? Safari, ce qui se passe à l'Est de la RDC, c'est une catastrophe, c'est une tragédie. Parce que plus de 2 décennies de guerre, vous imaginez bien que ça a détruit complètement le tissu social. Ces femmes qui sont violentées et tout, elles sont détruites. Et la femme, c'est le cœur, c'est le cœur de la société. Et une femme détruite, elle ne peut rien donner de bon. C'est vraiment triste ce qui se passe. Et malheureusement, la question des violences sexuelles, ce n'est pas seulement à l'Est de la RDC, mais c'est un phénomène partout au Congo. Et il faut prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à tout ça. Mais c'est sans vouloir vraiment parler politique ici, mais c'est une situation déchirante. Et on ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe là-bas. Il est difficile de ne pas être affecté par ça. Comment pouvons-nous, en tant que société et communauté internationale, mieux soutenir et protéger les femmes affectées par les conflits armés, en particulier dans des régions comme l'Est de la RDC? Je pense que la première chose, et je pense que c'est le retour de la paix, ça commence par là, parce que le viol est utilisé comme arme de guerre et tout. Donc, d'abord, mettre fin à ce conflit et tout. Et ensuite, la réparation. La réparation est une étape très importante. La réparation et la justice, parce que ceux qui commettent ces actes doivent être jugés, doivent faire face à la justice. Et ça, c'est fondamental. Et ensuite,
l'étape suivante, c'est faire en sorte que cela ne se reproduise plus, que ça cesse une bonne fois pour toutes. Et vraiment, c'est une responsabilité qui revient à tout le monde, à nous autres Congolais principalement, et puis à la communauté internationale. Ce qui se passe à l'Est ne doit plus continuer. C'est des générations entières, c'est plusieurs générations qui ont été détruites comme ça. Non, plus jamais ça, ça doit s'arrêter. Et il faut réparer le mal qui a été fait. Je pense qu'il y a des initiatives, j'ai vu dernièrement avec le FONAREV et tout, ils ont lancé une campagne, tout, c'est louable. Donc, les efforts sont en cours et non, c'est quelque chose, chacun de nous, tant que l'on peut, si on peut contribuer à mettre fin une bonne fois pour toutes à cette situation, sans aucun doute. Est-ce que dans un des secteurs où vous avez travaillé, vous avez eu des initiatives pour venir en aide à des personnes vulnérables, à la femme, aux enfants? Oui, l'ambassade du Canada, par exemple, avait un programme de lutte contre les violences sexuelles. Au niveau du secteur minier, je pense qu'il y a une partie de la redevance minière qui est versée au FONAREV pour justement soutenir les victimes de guerre. Oui, je pense que c'est une cause que aujourd'hui en RDC, il est difficile d'y échapper, quel que soit le secteur où vous évoluez, que ce soit dans le secteur privé ou public. Il y a une prise de conscience collective et comme je disais tout à l'heure, tout le monde, tant bien que mal, essaye de porter sa propre contribution. Et sa contribution, c'est dans le travail aussi que l'on fait. Si on se retrouve, quand on a des responsabilités, par exemple, qui ont un lien avec cette problématique et tout, dans le travail que l'on fait, si on est obligé de travailler. Donc, on contribue pour résoudre cette problématique. Espérance Pandi Bilonda, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage à ce numéro de ce programme depuis les États-Unis d'Amérique? Nous savons, avec votre disponibilité du temps, que vous allez encore revenir pour nous en dire encore plus. Écoute, d'abord, un grand merci pour cette opportunité. Un grand merci aussi à tous les auditeurs, les téléspectateurs, tous ceux qui suivent cette émission. C'est la fin du mois de la femme, donc comme je disais tout à l'heure, je pense que la cause de la femme nous tient tous à cœur, que chacune d'entre nous contribue à améliorer la condition de la femme congolaise. Contribuons chacune selon ce que l'on fait dans le domaine où on évolue. Et ça, c'est vraiment des petites choses. Hein. Comme je le disais, c'est la collègue qui arrive, à qui qu'on décide d'encadrer et tout. C'est à la maison, notre nièce à qu'on encourage à faire des études. Ça va, c'est dans notre quotidien, je pense que dans notre vie de tous les jours, je pense qu'on fait la différence. Voilà un peu ce que je peux dire. Encore une fois, merci beaucoup et voilà, ce serait vraiment avec grand plaisir que je reviendrai pour discuter d'autres sujets. Un grand merci, Espérance. De partout où nous avez suivis, nous étions en connexion entre Dallas aux États-Unis d'Amérique et Kinshasa en République démocratique du Congo, où nous avons l'insigne honneur de recevoir Espérance Pandi Bilonda, cadre d'entreprise, qui a partagé son expérience, partagé sa vision par rapport à l'évolution professionnelle de la femme dans la construction de la carrière professionnelle de la femme. De partout où vous nous avez suivis,
Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine.